Pep Guardiola, meilleur coach du monde, remporte sa 3e Ligue des Champions et est décidément au sommet du football mondial, j'ai envie de dire. Mais là, je ne vous apprends rien. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Manchester City remporte la Ligue des Champions, 1-0 contre l'Inter Milan, donc c'était un match pas gagné d'avance. Évidemment, il y en a certains qui vont te dire City largement favori, City va exploser, l'Inter Milan, tout ça, mais évidemment, on savait très bien que ça allait pas être si facile que ça. L'Inter, en fait, c'est une opposition totale de style, j'ai envie de dire, parce que l'Inter, c'est une équipe qui avant tout, on va dire, pas forcément, c'est pas uniquement une équipe défensive, mais c'est plus une équipe de transition, tout ça, même si par moments, ils peuvent aussi faire des attaques placées, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a quand même une différence de style entre l'Inter d'Inzaghi et le City de Guardiola, évidemment. Pep Guardiola l'avait dit avant le match, il allait devoir trouver une solution dans le pressing pour presser, parce que, évidemment, Onana, le gardien de l'Inter, donc, est très important pour l'équipe quand il s'agit de faire des relances, parce que, déjà, il monte très haut, on l'a vu, là, en fin de match, surtout, où c'était assez fou. Il a tendance à monter, à proposer vraiment à être le 11e joueur, vraiment 11e défenseur qui va apporter vraiment de la qualité dans les relances. Évidemment, des fois, il s'est loupé, par moments assez loupé, c'était assez risqué ce qu'il faisait, mais c'est toujours assez compliqué. City a dû aller presser en plus de ça le gardien et du coup mettre des joueurs un peu libres dans son dos, par exemple. Principalement les pistons, on le sait, l'Inter, les pistons, ils sont très importants. Hein. De toute façon, quand tu joues en 3-5-2, les pistons généralement sont très importants. Quand tu fais des renversements de jeu, Di Marco qui fait quand même plutôt un bon match, Dumfries que j'ai trouvé plutôt mauvais, étonnamment. Non, je déconne, c'est pas du tout étonnant. Mais j'ai trouvé assez mauvais Dumfries et Di Marco qui a été assez bon, première mi-temps, qui a mangé plutôt Bernardo Silva. Ça n'a pas duré très longtemps parce que Bernardo, il a fait une meilleure deuxième mi-temps, il a réussi quand même Enfin, c'était magnifique. Regardez Bernardo Silva jouer au football, les amis, c'est un grand kiff, c'est un grand plaisir. Donc au niveau des équipes, au niveau des compositions d'équipes, c'était du classique, on va dire, hein, pour l'Inter. Je m'en souviens plus très bien, mais la seule différence avec l'Inter, c'est qu'il n'y avait pas Mkhitaryan, il y avait Brozovic qui l'avait remplacé, Mkhitaryan qui était peut-être blessé ou qui revenait à peine de blessure. Pour City, c'était du classique. On n'a plus Walker par rapport au match contre le Real Madrid, où il fallait tenir Vinicius sur le côté. Là, il n'y avait pas forcément de mecs un peu virevoltants, tout ça, en attaque. Évidemment, il y avait Lautaro, mais Lautaro, c'est plus dans l'axe, donc il n'y a pas vraiment de délié comme ça, qui prend la profondeur, qui prend de vitesse, tout ça, donc pas besoin de Walker, vraiment. Et on avait le retour d'Ake à la place en défense, avec une défense à 3, donc Akanji, Ruben Dias et Nathan Ake. Au milieu, celui qui a fait j'ai envie de dire la différence, qui a fait quand même un énorme match. Quand on regarde Manchester City, on s'attend à voir un gros match de Haaland. J'ai envie de dire, where is Haaland, tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait? On a évidemment pas vu Haaland du match, mais on va en parler. De toute façon, on savait très bien que ça allait plus ou moins se passer comme ça. Mais on s'attend à voir De Bruyne, on s'attend à voir Bernardo Silva, Gundogan, tu vois. On s'attend à voir des mecs comme ça. Et finalement, on a vu un John Stones magnifique. Un John Stones qui a fait une première mi-temps assez exceptionnelle, qui milieu de terrain, le mec c'était Iniesta Prime, pour un peu abuser évidemment, mais très à l'aise. Et en fait le truc avec John Stones, c'est qu'évidemment, vous le savez bien, c'est un défenseur central et qui joue donc en double pivot avec Rodri, mais qui cette fois-ci jouait beaucoup plus haut que d'habitude, qui essayait d'attirer un peu des défenseurs pour libérer peut-être aussi un peu Haaland ou libérer un peu la crime, non je déconne, libérer Bernardo Silva. Donc forcément il montait un peu plus haut, c'était peut-être une consigne de Guardiola sûrement, avec un De Bruyne peut-être un peu plus bas aussi en début de match, ce qui n'a pas aidé dans la relation Haaland-De Bruyne d'ailleurs, mais bon, on y reviendra après. Donc un John Stones qui jouait un peu plus haut et qui est franchement à l'aise, et que l'Inter de Milan l'a laissé un peu plus libre, parce qu'évidemment c'est le joueur peut-être le moins dangereux, qui peut apporter le moins de danger offensivement, on le sait, donc c'est un défenseur central, donc c'est pas le mec qui va aller dribbler, faire des bonnes passes, tout ça, et pourtant c'est ce qu'il a fait plus ou moins quand même quand il a eu le ballon, mais on sait que techniquement, voilà, c'est pas un Bernardo Silva, c'est pas un Gundogan, c'est pas un De Bruyne, ils ont décidé de faire un pressing quand même, le jeu de City penchait à gauche, côté De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland, tu vois, qui penchait fortement sur la gauche, et sur la droite on avait Bernardo Silva et John Stones assez esselé, tu vois. Donc John Stones c'était celui qui était laissé libre par l'Inter, hein. Il pressait, chaque joueur avait son joueur, on va dire, et John Stones c'était assez libre. Et quand City a réussi à le trouver, bizarrement, c'est là qu'ils ont trouvé des solutions aussi, parce qu'on le sait, le bloc de l'Inter c'est très difficile. Il y en a plein qui s'attendaient à voir comme je l'ai dit en début de vidéo, qui s'attendaient à voir un match exceptionnel, un match avec plein de buts, tout ça, mais c'est une finale de Ligue des Champions, ne
l'oublions pas les amis, c'est une finale, et qui dit finale dit match sous tension, sous pression. On l'a vu, hein, le début de match de City très fébrile, beaucoup de déchets techniques, tout ça. On n'a pas l'habitude de voir un City aussi tendu et aussi peu précis, on va dire, dans son jeu, avec un Ederson quand même hyper flippant, catastrophique. Heureusement, et quand même il sort quand même des parades assez importantes en fin de match, hein, donc voilà. Mais voilà, un début de match assez tendu, quoi. Donc la première mi-temps aussi, on avait un Rodri quand même qui s'est rattrapé, hein, comme il fallait en deuxième, mais un Rodri un peu moins bon, un De Bruyne, comme je l'ai dit, trop bas du coup. Et du coup, il n'y avait pas cette relation De Bruyne-Haaland qui a été intéressant par moment. Et à un moment en fait où Pep il leur a dit il a dit à Gundogan de redescendre un petit peu, de jouer un peu plus bas et de prendre la place à De Bruyne jouer un peu plus haut, un peu plus proche d'Haaland. Et c'est là qu'on a vu les actions, la passe de Bruyne pour Haaland qui part en profondeur là. Peut-être une des seules actions de Haaland du match. Et il tire à moitié sur Onana aussi. Il met son bras là, mais c'était un peu trop sur le gardien quand même. Donc Haaland, on l'a pas vu. On l'a pas vu du match, on l'a vu en première mi-temps quand De Bruyne lui faisait des passes. Et une fois que De Bruyne il est sorti, ça aussi il faut en parler, mais j'y reviens un petit peu après. De Bruyne, une fois qu'il est sorti, plus de relation avec Haaland, et Haaland avait beaucoup moins de ballons, beaucoup moins de danger, même si Haaland a fait un match assez fantomatique, hein, on va dire ça comme ça. Après ça veut choper le ballon d'or, mais moi ça me paraît quand même assez compliqué pour lui. Quand t'as aussi peu d'influence sur un match comme ça joue peut-être un petit peu. Après, c'est le jeu d'Haaland, évidemment on le sait, il va pas toucher beaucoup de ballon, il va pas revenir faire le jeu, tout ça, on le sait très bien, il va être là pour finir les actions. Tu lui en donnes 2-3 et il marque son but et c'est fini. Là, ce n'est pas arrivé, c'était un match assez, comme j'ai dit, fantomatique. Il a loupé tous ses duels quasiment par rapport aux défenseurs centraux, défenseurs de l'Inter qui ont défendu un peu comme contre Milan, avec Olivier Giroud, très proche. Ils ont empêché, hein, c'est ce qu'il disait sur le canal, mais Habib Bey, là, qui est très bon, qui disait que, je crois que c'est Acerbi, défenseur qui collait pas forcément à Haaland quand... donc Haaland ne pouvait pas prendre de profondeur vraiment quand il se lançait. Acerbi il était toujours assez bas et du coup Haaland ne pouvait pas forcément prendre la profondeur. Et quand il y avait des ballons de la tête, Acerbi était sur tous les ballons, ou alors Darmian, ou alors Bastoni. Et Haaland il touchait quasiment nada. Aucun ballon de la tête. Donc c'est un match assez fantomatique de la part d'Haaland. Il n'a pas vraiment pesé sur la défense. Donc on a dit, la relation De Bruyne-Haaland, elle a marché peut-être 2-3 minutes, 5 minutes, puis après De Bruyne s'est blessé, et c'est là qu'on a vu toute l'influence de Bruyne disparaître, parce que, comme je l'ai dit, une fois que De Bruyne il sort, en fait, il peut être quasiment sûr que Haaland il va peser beaucoup moins, il va avoir beaucoup moins d'importance dans le jeu de City. Déjà qu'il n'a pas forcément dans le jeu de City habituellement, mais là la relation elle empêche quand même beaucoup de danger. Donc Foden qui remplace De Bruyne malheureusement qui se blesse. Encore une fois une finale où De Bruyne doit sortir. 2 ans après la finale contre Chelsea où il avait mangé un coup de coude de Rudiger, là il avait dû sortir parce qu'il avait l'œil, enfin c'était un boxeur, mais bon c'est Rudiger, on connaît. Donc De Bruyne qui doit encore sortir, encore louper une finale, c'est assez triste pour lui. On s'est dit, ça rappelle de mauvais souvenirs pour City, pour les supporters, on se dit ça porte malheur, est-ce qu'ils vont encore perdre le match, tout ça, et finalement non. Heureusement, cette équipe-là est quand même un peu plus solide et un peu plus sûre d'elle, on va dire, qu'il y a 2 ans. Mais c'est triste pour De Bruyne qui loupe quasiment tout le match. Il est sorti autour de la 30e, 35e minute, je crois, donc très triste pour De Bruyne. Franchement, c'est dommage pour lui, c'est dommage aussi pour le spectacle, évidemment. Donc une fois que Foden a remplacé De Bruyne, en fait, là on a vu une action typiquement, vous rappelez-vous de l'action de Haaland qui, De Bruyne le lance en profondeur et Haaland il tire sur Onana, comme on a parlé tout à l'heure. Eh ben, action typiquement pareil, on arrive à trouver Foden face au jeu. Foden qui court avec le ballon, Haaland qui prend la profondeur, qui fait un appel. Foden qui va dribbler, et qui va essayer de dribbler, passer les joueurs, qui va la passer à Bernardo Silva sur le côté, tu vois, qui fait tourner en gros. Et Haaland, tu vois, qu'il est pas content, qui réclamait le ballon, et t'aurais dû me la passer, tu vois. Et c'est là qu'on voit la différence entre un Foden qui rentre, qui a apporté hein, par sa vivacité, tout ça, mais qui n'a pas il manque cette connexion, cette relation Haaland-De Bruyne. Et évidemment, ça a pesé forcément sur le côté offensif de City. Donc la deuxième mi-temps reprend, c'est assez tendu, c'est toujours très tendu, hein, franchement, ce match-là. L'Inter qui défend quand même très bien. Moi, je parle beaucoup de City parce que c'est un jeu qui me plaît un peu plus. Guardiola, vous connaissez un peu, hein. Mais l'Inter, on peut quand même souligner le gros match tactiquement qu'ils ont fait, parce que c'était pas nouveau. Moi, je l'ai dit, je l'ai tweeté, on va dire, avant le match. J'ai dit que ça allait être un match très serré, très serré, un gros match tactiquement parlant, un match assez
intéressant à voir en termes de tactique, mais évidemment, qui dit un match tactique dit pas beaucoup d'action. Enfin, généralement, c'est assez deux équipes qui se neutralisent comme ça, c'est une finale de Ligue des Champions en plus. Puis côté Inter, on n'a pas d'artiste de feu follet, on va dire, t'as pas d'un mec comme Vinicius, un mec qui va, tu vois, qui va dribbler, qui va apporter un peu de folie. Côté City, c'est pareil, on a des ailiers qui sont pas des ailiers de percussion, pas des ailiers, tu vois, dans la provocation. Évidemment, Grealish, tout ça, ils vont à chaque fois aller vers l'avant, faire des courses, provoquer un petit peu, mais c'est pas des mecs qui vont t'apporter un peu de folie, tu vois. Avant tout, c'est la conservation du ballon et essayer de construire comme ça, quoi. Donc le match ne s'emballait pas forcément. L'Inter, comme je l'ai dit, défendait vraiment très bien, beaucoup de densité au milieu, très compliqué pour City de passer. Puis après, il a fallu un dépassement de fonction, on va dire. On va y venir quand même, on va parler du but. Akanji qui était sur le point de sortir ou qui commençait à être un peu fatigué, on va dire, qui voit l'espace, qui avance, il voit Bernardo partir en profondeur et là il suffit d'un moment d'inattention. C'est dommage pour l'Inter parce que l'Inter ils ont quand même bien défendu tout le match et là ils ont laissé partir dans leur dos Bernardo Silva pour une fois et là c'est un peu ce petit côté chanceux aussi de Bernardo qui fait son centre, elle est déviée, ça arrive sur Rodri qui fait une frappe imparable et magnifique, hein. Rodri qui claque son but, c'est aussi mérité pour le joueur qui fait quand même une très très grosse saison avec City évidemment. Match plié, j'ai envie de dire 1-0. Après rien n'était joué encore une fois, l'Inter qui devait sortir, qui devait un peu plus attaquer, un peu plus se livrer, on s'est dit peut-être qu'il y aura plus d'espace pour City. Ça a pas été vraiment le cas en soi, ils ont pas vraiment apporté beaucoup de danger sur la défense de l'Inter en fin de match. C'est surtout l'Inter évidemment avec l'entrée de Lukaku, tout ça, un peu de puissance, de la tête. Lukaku quand même qui fait une entrée assez mitigée, hein, qui arrête un ballon de Di Marco là, qui met la tête et tire sur Lukaku. Après Lukaku qui fait une tête, il est à 2 mètres des cages, il fait une tête quand même sur Ederson. On pourrait dire Ederson a sorti un arrêt, mais Ederson il fait rien, il a son pied gauche planté dans l'herbe. La balle elle arrive il a fait le bon déplacement avant, il a fait un pas de décalage. La balle elle arrive sur sa jambe, c'est clairement si la balle elle est placée, il y a but, hein. Je veux dire là ça lui arrive dessus, c'est chanceux de la part d'Ederson, mais c'est quand même un petit raté de la part de Lukaku. Donc c'est dommage, il n'y aura pas de renaissance de Lukaku qui rentre en sauveur et qui fait gagner l'Inter. Pas un match de folie non plus, un Haaland complètement fantomatique, comme je l'ai dit, dommage pour Alvarez. J'aurais bien aimé voir rentrer Alvarez qui, à mon avis, aurait marqué en fait. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, dès qu'il rentre, Alvarez il marque, mais qui apporte un peu de vitesse, un peu de folie dans cet axe-là, cet axe de l'Inter qui est quand même avec 3 joueurs assez lourds, costauds, tu vois, mais du coup assez lents. Et ça aurait été sympa de voir un Alvarez qui apporte un peu de folie sur un appel tranchant comme ça, qui propose un décalage comme ça et qui va claquer son petit ballon dans un angle. Je le vois trop faire son appel, Bernardo qui lui donne la balle, il y va, il fait une petite frappe dans un coin et il y a but, tu vois. Mais ça n'est pas arrivé, On aura quand même vu un match intéressant tactiquement parlant, même si évidemment le spectacle, on y repassera, mais ça reste une finale des champions comme je l'ai dit. Pas un match amical les gars, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un 4-0 ou un truc comme ça. Ce n'est pas tous les jours le Real Madrid en face. Donc ça fera la troisième Ligue des Champions pour Pep, évidemment. Il avait gagné 2 Ligues des Champions avec le Barça, et depuis son départ du Barça, qui commence à dater, ça fait quoi? Ça fait 10 ans, un truc comme ça, qu'il est parti du Barça, donc forcément, au bout de 10 ans, tu gagnes ta troisième. C'est un soulagement aussi pour Pep, peut-être que ça changera aussi sur le moyen terme sa carrière, peut-être qu'il va pas rester si longtemps que ça, du coup, à City, peut-être qu'il va chercher d'autres challenges, d'autres projets, je ne sais pas. Mais c'est aussi bon pour le Barça, pour nous, Gundogan qui gagne sa Ligue des Champions avec City, qui part sur un triplé. Évidemment, un triplé, la dernière équipe à avoir fait un triplé comme ça, c'est Manchester United. Là, partir sur un triplé comme ça, tu gagnes la Ligue des Champions. La première Ligue des Champions de l'histoire du City, quand même, c'est quelque chose pour Pep, pour les joueurs et évidemment pour Gundogan. Donc il peut partir tranquille, il peut venir au Barça tranquillement sur ses 2 oreilles, il n'y a pas de problème. City, donc, qui gagne enfin la Ligue des Champions. On attendait de savoir si ça allait être City, si ça allait être le PSG. Certains ont la haine un peu sur City, évidemment, parce que c'est une équipe qui arrive avec ses pétrodollars, tout ça, qui a inondé d'argent, on va dire, le marché, qui a un peu faussé le marché, à acheter des joueurs. C'est un peu une équipe FIFA, tout ça, qui peut se permettre d'acheter tant qu'il veut. Donc évidemment, on peut retenir ça.
Moi, je préfère retenir quand même le football de Guardiola, tout simplement, le football que l'on dit dépassé. Hein. Beaucoup de supporters du Barça qui disent que Guardiola, enfin pas que Guardiola, mais que le jeu comme le Barça veut le jouer, c'est dépassé, il faut plus jouer comme ça, tout ça. Pep, encore une fois, le démontre. Alors évidemment, Pep ne joue pas exactement comme le Barça joue. Évidemment, il n'a pas les mêmes joueurs, surtout. Pas la même équipe, pas avancé autant dans le projet. Hein. Ça fait quand même 7 ans, je crois, qu'il est à City. Mais ça prouve encore que ce football-là peut gagner, tout simplement. Et peut faire un triplé en une seule saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, les amis, pour ceux qui sont encore ici. On se retrouve demain pour le débrief du Barça B contre le Real Madrid B, la Castilla, pour les playoffs. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne nuit. Ciao.